Bonsoir à tous et bienvenue à l'Artichaut Cabaret. Sans plus attendre, nous vous présentons l'équipe qui va vous dorloter tout au long de cette soirée, en commençant par notre... Alors, on a dans la tête, pour les citer, pour n'oublier personne, je vais prendre les plans de table dans les loges, ça va être plus simple. Donc on a Delia, Delia c'est une recrue que nous avons depuis une année, qui vient plutôt du milieu des drag queens, mais qui prend un énorme plaisir à faire du transformiste. Alors pour le coup, c'est une très très belle Barbara Streisand, Lady Gaga, Cher. Après, nous avons Galipette. Alors Galipette, c'est l'ancêtre du lieu. Elle est avec nous depuis 18 ans. Elle vient, elle, d'un milieu artistique. Elle a été formée par la compagnie Roger Louret. C'est aussi un bonheur pour elle de s'exprimer tous les soirs sur une scène. Nous avons Coco. Alors Coco, elle a deux rôles. D'abord, c'est la maîtresse de cérémonie dans la salle. Elle fait l'accueil et le service. Et puis après, elle revient pour 2 numéros sur scène. Nous avons donc nos 3 danseurs, Léa, Laurine et Adèle, qui viennent d'arriver dans l'équipe, mais qui nous apportent justement la fraîcheur et la tonicité de la jeune génération. Nous avons aussi un guest qui est changeant toutes les semaines, parce que ça permet d'apporter un peu de diversité au spectacle. La semaine dernière, c'était Phoenix, on a Arnaud, on a aussi Jessie, donc ça change quasiment toutes les semaines, de façon à ce que notre clientèle, qui est une clientèle d'habitués, puisse voir des choses différentes à chaque fois qu'elle vient. Bonjour, je m'appelle Xavier et je suis directeur artistique à l'Artichaut. Bonjour, je m'appelle Pascal et je suis le fondateur du cabaret. Alors 1986, c'est l'histoire d'un anniversaire, pour l'anniversaire de Xavier avec lequel j'étais en couple, et puis on a voulu faire une surprise à nos amis. On a organisé un petit spectacle, comme c'était dans l'air du temps, on s'est essayé au transformiste, c'était vraiment très amateur, et comme ça a plu, on a pris la décision de faire une création un peu artisanale, amateur, tous les ans, mais d'amateur, c'est devenu un petit peu plus professionnel. Et 10 ans après, en 97, on a rencontré des amis qui étaient, dont l'un était restaurateur et dont le restaurant partait un peu à volo à cause des malversations de son associé. Et il a eu l'opportunité de racheter ce restaurant à la barre du tribunal, et on s'est dit pourquoi pas faire un dîner-spectacle une fois par mois pour pérenniser cette aventure de spectacle. Et puis ça a tellement bien marché qu'on est passé d'une fois par mois à une fois par quinzaine, une fois hebdomadaire et puis 2 fois hebdomadaire. Et puis donc en 2002, on s'est posé la question de pérenniser ce projet, mais sous vraiment la forme d'un dîner-spectacle quotidien et d'une forme cabaret. Donc à l'époque, nous avions le restaurant, nous avons cherché un local, nous avons trouvé ce lieu, nous sommes encore 20 ans après, et puis voilà comment s'est lancée l'aventure. J'étais libraire, je venais de commencer la librairie, j'ai commencé en 83-84 je crois. J'ai continué pendant 18 ans et on faisait donc ça une fois par an. Moi j'aimais bien organiser des fêtes avec Pascal. Tout était bon pour faire une soirée, quoi. Donc il n'y avait pas que l'anniversaire, il y avait d'autres choses à chaque fois. Et j'aimais bien mettre la musique. Et ça c'était le soir après la librairie, le week-end. J'étais très bien en librairie, comme Pascal était bien en médecine. J'adorais être en librairie. Après, j'aimais bien faire les deux, mais c'était très difficile de quitter la librairie à 19h30 et aller à Paris dans le 13e juste après. Donc il a bien fallu choisir un moment et j'ai quitté la librairie et j'ai travaillé un peu en cuisine dans ce restaurant. J'ai commencé dans la salle et puis j'ai vite été en cuisine parce qu'avec les clients, j'étais pas terrible pour faire le service. Et en fait, j'étais mieux dans mon coin pour réfléchir et créer des choses. Mais j'ai continué. Si j'avais un métier à refaire, ce serait la librairie. Mais je ne pensais pas qu'un jour, on arriverait, par contre, à avoir l'Artichaut en 2002 ici, vraiment concrètement. Et là, bon, je pense quelquefois à la librairie, j'y repense encore. Mais là, maintenant, j'ai vraiment changé le métier. Moi, j'étais médecin et je travaillais à la ministère de la Santé en tant que médecin de santé publique.
Donc je faisais de la prévention, c'était plutôt une médecine administrative, mais au début de l'aventure du restaurant, je me suis interrogé, je pensais garder un mi-temps. Et puis assez vite, on s'est aperçu que entre la gestion du restaurant, les spectacles qui sont devenus hebdomadaires, et puis toutes les contraintes liées à l'exploitation de l'établissement, c'était très très compliqué. Il aurait fallu des journées de 48 heures, donc moi aussi j'ai fait un choix. J'avais la possibilité, et c'était une grande chance d'avoir 2 années de disponibilité, c'est-à-dire de vraiment me lancer, et puis si ça fonctionnait pas ou si c'était un flop total, de pouvoir revenir dans mon corps de métier d'origine. Mais bon, j'y suis parvenu et je n'ai jamais regretté de ne pas être retourné. Après, il est vrai que le milieu médical est un milieu relativement conservateur. D'une façon générale, ça peut paraître paradoxal, mais avec assez peu d'ouverture d'esprit. Et l'exemple, c'est qu'il y a une journaliste qui a été intéressée en 2008, qui m'a fait une interview pour le quotidien du médecin. Et elle a été confrontée au problème du refus de sa rédaction de publier cette interview, parce que ça faisait sûrement un mauvais effet qu'un médecin puisse se reconvertir en devenant propriétaire de cabaret. Elle a quand même lutté et l'article est paru 1 an plus tard, mais il a fallu vraiment qu'elle lutte parce que c'était atypique et c'est vrai que le milieu médical est très conservateur. Il a fallu se battre effectivement pour casser l'image qu'avait la société de ce type d'endroit. Un exemple concret, c'est qu'on a galéré au tout début en 2002 pendant 6 mois pour ouvrir un compte en banque. Parce que alors qu'on ne demandait rien, on n'avait pas du tout besoin de prêt puisqu'on avait vendu le restaurant, donc ça couvrait l'achat du bail d'ici. Mais on allait voir les banques en leur disant globalement on a 50 000 euros à déposer. On nous disait non, vous savez, le milieu de la nuit, etc. et tout. Donc on a quand même été obligé au bout de 6 mois de demander à la Banque de France de nous désigner un établissement bancaire d'office parce que personne ne voulait nous ouvrir de compte bancaire et c'était vraiment lié à l'activité et au côté présumé sulfureux de notre activité, alors que j'expliquais qu'à l'époque, et c'est moins vrai maintenant, mais ça l'était vrai, en 2002, la moitié de notre activité, c'était quand même de recevoir des groupes de seniors en déjeuner spectacle. Donc ça n'avait rien ni du milieu de la nuit, ni même de sulfureux. Curieusement, je ne crois pas tant que ce soit lié à la problématique du genre ou du transformiste ou de confusion à travesti. C'est vraiment lié à la notion de cabaret, milieu de la nuit, éventuellement raquette, mafia. D'ailleurs, aussi, une autre anecdote, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à trouver une assurance. Parce que les assureurs nous disaient non, on n'assure pas ce type de locaux parce qu'il peut y avoir des règlements de compte. On avait l'impression d'être à Chicago alors que nous, on voulait simplement monter un dîner-spectacle et un déjeuner-spectacle. Il y a vraiment alors je ne sais plus si c'est valable actuellement parce que on n'a plus ce type de problématique, mais il y avait vraiment une confusion entre le spectacle, le dîner-spectacle et le milieu de la nuit où les gens avaient sûrement peur qu'Al Capone débarque à 2h du matin dans le lieu et en prenne possession. Et le public, parce que je me souviens d'un artiste, ou une artiste, je sais plus, qui avait parlé de l'artichaut, qui avait repris une phrase, et c'est vrai que les gens à l'époque, il y a très longtemps, disaient « le cabaret, c'est un endroit où on va pour s'encanailler ». Donc c'est pour faire des rencontres, des choses comme ça, c'était sans doute vrai, je pense, au début du siècle. Le milieu d'ailleurs institutionnel est resté très frileux. Moi j'ai entre autres activités d'avoir fondé ce cabaret et de le gérer. Je suis aussi vice-président de la chambre syndicale des cabarets et on a mené un gros travail dans les 15 dernières années auprès des autorités de tutelle du ministère de la Culture parce qu'on s'est aperçu que j'avais des rencontres avec des conseillers du ministre il y a 15 ans pour des questions techniques de subventions, d'aides, etc. où on avait l'impression d'être reçus comme des bars à putes avec des tables de pole dance et tout. Le ministère de la Culture ne savait pas ce qu'était un cabaret. Il pensait que c'était un bar à putes. Dans toutes les commissions dans lesquelles nous assistions, il y avait des remarques toujours qui venaient assez salaces en disant « Ah bah oui, mais quid de la parité homme-femme, quid du respect, c'est quand même des femmes à poil qui
qui se baladent sur des tables. Non, le cabaret est très protéiforme et il n'y a pas que ça. Et même quand il y a ça, il peut y avoir aussi, enfin, je veux dire, au Moulin Rouge, c'est très artistique. Il y a du topless, mais les danseuses ne sont pas à disposition des clients à la fin du spectacle. Donc il y avait, et il y a toujours, mais bon, beaucoup moins, heureusement, les choses évoluent, une vraie méconnaissance de ce qu'est le milieu du cabaret. Je crois qu'on a eu de 6 ans à presque 100 ans, 99 ans. Oui. D'ailleurs, ce qui est très bien aussi, beaucoup de jeunes maintenant, depuis quelques années, enfin quand je dis des jeunes, oui, une vingtaine d'années, beaucoup qui ne savent pas vraiment ce que c'est et à qui on peut du coup présenter des chansons qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, avant 80, 70, 60. Et donc des numéros qu'on ne faisait plus parce qu'ils nous semblaient déjà bien dépassés et qu'on remet et qu'on refait parce qu'ils les découvrent. On a exhumé des chansons des années 30, type Frêle, des chansons réalistes. Tout ça, c'est des gens que, enfin, beaucoup de la génération actuelle ne connaissent pas. Donc, ils découvrent ça en disant, mais c'est complètement fascinant. On a utilisé évidemment beaucoup de standards des années 70 que forcément les gens qui sont en dessous de 35-40 ans ne connaissent pas. On a des standards des années 80. On a de la musique actuelle, comme Juliette Armanet, comme Clara Luciani. Mais bon, c'est justement intéressant de croiser les générations et de leur faire découvrir des sons ou des modes, entre parenthèses, qu'ils n'ont pas connus et qui découvrent tout à fait étonnés que ça puisse exister. D'ailleurs, je pensais faire bien et j'avais fait une bêtise au départ, c'est qu'on avait fait un spectacle pour le soir et un spectacle pour le midi, pour les groupes du 3e âge, en squeezant certaines chansons, parce que je pensais que c'était trop moderne ou trop... Et en fin de compte, pas du tout. Parce que ces personnes-là, elles ont vécu aussi comme nous, bien avant. Et du coup, le spectacle, celui-là est particulièrement moderne, en plus, et puis international. Et en fait, on a vu avec tous les publics qu'on a maintenant, on a eu l'occasion d'avoir le soir des habitués, des nouveaux, beaucoup d'étrangers également, et aussi le midi maintenant des groupes de 3e âge, et le spectacle, on n'a rien à changer, quoi. C'est bon, voilà. C'est même assez curieux de voir que les chansons contemporaines sont plus connues par les seniors que par une génération, disons 30-60, parce que évidemment les seniors sont beaucoup plus réceptifs au passage télé. Il y a même beaucoup de seniors qui regardent des chaînes de clips et tout, et qui connaissent beaucoup mieux des chanteurs contemporains que d'autres générations. Merci beaucoup. Et bien, on se retrouve tout à l'heure pour le spectacle des 20 ans. À tout à l'heure. Bien, la difficulté dans ce type d'exercice, c'est évidemment le renouvellement. Alors, c'était un challenge un petit peu compliqué parce qu'il fallait à la fois proposer quelque chose de nouveau, mais aussi, comme c'est le spectacle de 20 ans, y intégrer des numéros emblématiques qui ont fait l'histoire du cabaret. Donc c'était un peu le grand écart, à la fois de la nouveauté et à la fois de quelque chose de plus ancien. Et effectivement, l'élément déclencheur, ça a été pour la première fois dans notre spectacle d'intégrer des danseuses filles, chose que nous n'avions jamais fait avant. Et c'est vrai que l'énergie qu'elles ont apportée à la préparation du spectacle, à la mise au point des chorégraphies, etc., nous a beaucoup stimulé nous-mêmes. On a retrouvé cette fraîcheur qu'on perd peut-être après quelques années. Évidemment, les numéros emblématiques étaient en place, donc là, il n'y avait pas tellement à se creuser la tête. Et du coup, Xavier, qui est le metteur en scène et le directeur artistique du spectacle, a été extrêmement motivé par cette fraîcheur apportée par la nouveauté de ces deux danseuses et du danseur qui arrivait, qui ont tous 20 ans, 22 ans, 23 ans et qui sont pleins d'énergie. Et cette énergie était extrêmement communicative, d'où le résultat qui, je pense, fait que c'est un spectacle à la fois qui reprend les numéros emblématiques du lieu, mais qui est aussi plein de fraîcheur et beaucoup d'énergie. Merci à Pascal, Xavier et toute la troupe du spectacle des 20 ans de l'Artichaut. Pour en savoir plus, artichautcabaret.com.
Propos recueillis par Abel Bargaud, musique de Joachim Carude, extrait de Zizi Jeanmer et des films Borsalino et Cabaret. L'Artichaut d'une histoire de copains dans les années 80, un podcast natif de la série LGBTQI+, de Sédition, sédition au pluriel.fr.